Bonjour et bienvenue sur les plateaux de la télé de Lyon pour une nouvelle émission de la tribu digitale 89% féminine. Ce mois-ci, nous allons parler d'un sujet un petit peu plus état d'esprit, mindset, parce que oui, lancer une entreprise, développer son activité, c'est bien, mais parfois nous sommes bloqués à cause de blocages qui viennent de notre état d'esprit, de croyances ou même de la culture ou de la société. Pour aborder ce sujet, nous allons recevoir dans quelques minutes notre invité. Mais avant cela, bonjour Charlène, comment vas-tu ? Bonjour Nathalie, je vais bien, merci et toi ? Eh bien écoute, très bien, je suis ravie de te retrouver pour cette nouvelle émission où on va parler énormément de l'état d'esprit, parce que l'état d'esprit, ça change tout, n'est-ce pas ? Exactement. Eh bien, pour recevoir en fait notre invitée Johanna, nous allons pouvoir commencer l'émission en parlant de l'entrepreneuriat au féminin, le mindset qui fait toute la différence. Bonjour Johanna, je suis ravie de t'accueillir sur les plateaux de la télé de Lyon. Bonjour, je suis très contente d'être avec vous aujourd'hui. Bon, alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que tu peux te présenter à nos auditrices et nos auditeurs ? Alors, je m'appelle Johanna, je suis maman de 3 enfants, ça occupe pas mal de mon temps. Et puis, je suis aussi entrepreneur, coach, j'accompagne des femmes en épanouissement personnel et professionnel. Et les entrepreneurs que j'accompagne, je les accompagne pas en tant que coach business sur les pratiques, sur la technique, mais plutôt l'humain qui est derrière l'entreprise. Et oui, parce qu'effectivement, lorsqu'on souhaite en tout cas se reconvertir, lorsqu'on souhaite changer ou tout simplement lancer son activité, il y a quand même pas mal de formations qui existent, mais principalement sur les compétences, c'est-à-dire comment par exemple on démarche commercialement, comment on fait un business plan, comment on fait sa com sur les réseaux sociaux, comment on va vendre, closer, etc. Mais souvent, en fait, la partie état d'esprit n'est absolument pas abordée. Alors justement, lorsqu'on a préparé cette émission, tu me précisais que ce qui fait vraiment la différence entre une entrepreneuse qui réussit et une entrepreneuse qui ne réussit pas, c'est pas tant les compétences, parce que finalement, quand on a les compétences, on les a, mais c'est plutôt en fait la partie mentale. Et puis toi, tu travailles un petit peu justement, tu faisais pas mal de, on va dire, comparatifs avec les sportifs, et notamment les sportifs de haut niveau, en disant finalement, quand on est entrepreneur, on doit se préparer mentalement, comme le font d'ailleurs les sportifs. Concrètement, ça veut dire quoi ? Alors, déjà, toute la partie technique, les connaissances en marketing, en communication, elles sont importantes et elles donnent une certaine confiance. Cependant, si on prend 2 entrepreneurs qui vont avoir les mêmes compétences, suivi les mêmes formations, ce qui pourrait faire une différence dans les résultats, c'est la manière de s'approprier les choses, mais aussi la partie mentale, le mindset. Parce que nos pensées influencent nos émotions conditionnent nos actions et nos actions créent nos résultats ou l'absence de résultats. Et donc, si je suis persuadée que je ne suis pas douée en communication, ce qui va se passer, c'est que je pense ça, donc je ressens du stress, des émotions qui vont avoir tendance à me bloquer. Et dans le passage à l'action, je vais être limitée. Donc, je vais avoir une communication qui va être hésitante, ça ne va pas être fluide. Résultat, communication bancale. Et ça va venir renforcer cette pensée et je reste dans ce cercle, pour le coup, pas vertueux. Mais plutôt vicieux. Voilà. Je ne suis pas bonne, je ne sais pas faire. C'est vrai que nos pensées, elles jouent énormément sur notre vie. Et c'est pour ça qu'on dit que nos pensées créent notre réalité. Et donc nos pensées, on peut aller les faire évoluer, les faire changer en travaillant sur son mindset. Et donc justement, cette analogie entre sport et entrepreneuriat, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus ? Alors oui, les sportifs de haut niveau, quand on les voit réussir, performer, on voit le talent, on voit la technique, on voit qu'ils courent vite, qu'ils sont forts, etc. Mais ce qu'on ne voit pas, c'est toute la préparation mentale qu'il y a derrière et qui est très importante. Et ce qui fait qu'un sportif de haut niveau ou une sportive de haut niveau va performer, tenir sur la durée, ça va être le mindset. Gérer la pression, surmonter le stress, se relever après un échec, tout ça, ça va faire une certaine différence. Et la réussite ne dépend pas des capacités physiques, pas uniquement.
Et oui, c'est vrai que tu me fais penser en fait notamment à Teddy Riner qui disait dans une interview, je crois assez récente de mémoire, que s'il avait réussi aussi loin dans sa carrière sportive, c'est que depuis le départ, il avait été accompagné par un coach mindset. Oui. Teddy Riner, ça, il en parle régulièrement, où il dit qu'il a été accompagné sur la partie mentale et qu'il a toujours accordé beaucoup d'importance à cette partie-là. Et on voit aussi que c'est le cas de Serena Williams, qui est accompagnée, mais elle-même revisionne ses matchs quand elle a eu des défaites pour pouvoir revenir sur ses erreurs et pouvoir s'améliorer. Et oui, donc ça fait une sacrée différence en fait. Alors on n'y pense pas forcément systématiquement parce qu'on se dit toujours il faut que j'acquière des compétences, il faut que je maîtrise tel et tel sujet ou que je me fasse accompagner par telle et telle personne si je ne maîtrise pas les sujets. Mais effectivement, on ne se rend pas compte qu'on a certains blocages qui peuvent venir peut-être de notre enfance, peut-être de notre entourage, peut-être de la société, enfin peu importe, il y a plein de possibilités qui finalement vont nous bloquer et nous empêcher de réussir comme on le souhaite. Alors, toi, par rapport à ton expérience, c'est quoi les principaux blocages, plus spécifiquement, que rencontrent les femmes lorsqu'elles se lancent dans l'entrepreneuriat ? Alors la première chose, celle qui revient systématiquement, dernièrement j'ai organisé des interviews avec des entrepreneurs pour identifier quels étaient leurs blocages principaux. Ce qui revient toujours, c'est la confiance en soi. Ah oui. Le manque de confiance en soi pour pouvoir oser faire certaines choses, pour pouvoir oser lancer des projets. Vraiment ce manque de confiance. Qu'on va voir d'ailleurs dans le syndrome de l'imposteur, quelque Exactement. part. Voilà, ça rejoint vraiment le syndrome de l'imposteur. Et les connaissances, elles les ont. C'est le fait d'oser le faire, d'oser passer à l'action et aussi la confiance que peu importe ce qu'elles vont faire, il y aura des solutions. Et du coup, elles doutent de ça et du coup, elles ne passent pas à l'action. Ce qu'on va appeler de l'auto-sabotage, en fait, finalement, c'est une forme de protection de ne pas aller vers la réussite et de passer à l'action. Donc ça, c'est une des premières choses qui revient beaucoup. En solution pour ça, ce que je propose, c'est de faire une liste des victoires parce que le chemin, il est aussi important que les résultats. Donc, indépendamment des résultats, qui je suis devenue sur le chemin, et des fois, je leur fais aussi reprendre leur parcours de vie et elles se rendent compte de toutes les choses qu'elles ont surmontées, comment elles se sont relevées après des obstacles. Et ça, c'est vrai que ça vient renforcer la confiance en soi. Alors, c'est vrai que tu dis, bon, bah voilà, si elles ont peur d'échouer, si elles ont peur de ne pas y arriver, de ne pas trouver de solution, moi, de mon expérience, je vois aussi parfois des femmes, et notamment des mères, qui carrément ont peur de réussir parce que dans leur mindset, elles se disent, bah, si je réussis, je vais avoir une certaine responsabilité que je n'ai pas aujourd'hui et qui finalement peut-être me convient. Exactement, ça c'est assez fréquent. Moi-même, ça m'arrive parfois encore. Et ce qui m'aide, c'est vraiment de me rappeler, ok, si je réussis, qu'est-ce que ça signifie? Toujours redéfinir les mots. Qu'est-ce que ça représente pour moi? Ce serait quoi les inconvénients à réussir? Et du coup, comme ça, je sais ce qui me fait réellement peur, quel est le blocage, et après, je peux trouver des solutions pour le dépasser. Mais encore une fois, on en revient à la confiance en ses capacités, à prendre en charge ses responsabilités qui pourraient découler de la réussite. Ou à adapter finalement sa vie également. Alors, quand tu accompagnes justement ces entrepreneuses, quels sont les outils ou les exercices pratiques que tu proposes pour justement développer cette confiance en soi, mais aussi, je suppose, l'audace? Parce que finalement, l'audace va un petit peu avec la confiance en soi. Lorsqu'on a confiance, on est plus audacieux ou plus audacieuse, et lorsqu'on n'a pas confiance, on n'ose surtout pas faire quelque chose qui sortirait de l'ordinaire. Oui. Alors, comme je disais, il y a l'exercice d'aller voir toutes ses compétences, d'aller revaloriser son parcours, qui l'on est. La deuxième chose aussi, c'est le pire scénario. Parce que quand il y a certaines peurs, on peut avoir des blocages et on s'imagine pas mal de choses. Ce qu'il faut savoir, c'est que 8% seulement de nos peurs sont réelles et fondées. Tout le reste, c'est de l'imaginaire, c'est une appréhension.
Donc, d'aller voir quel est le pire scénario. Ben, ce serait quoi le pire qui pourrait arriver? Et plus on va dans le pire du pire et que je leur fais creuser et creuser, elles se rendent compte que bon, finalement, c'est pas mal d'histoire. Et puis, petite question supplémentaire, c'est quoi la probabilité que ce scénario-là arrive? Quand elles répondent 10%, ça vient faire redescendre toute la charge et toute la pression qu'il y a autour de ce scénario-là. Et un autre exercice que j'aime beaucoup et que moi, j'utilise pour moi-même, et c'est un peu mon exercice chouchou, c'est le concept de higher self, donc la version la plus élevée de soi, la personne qu'on a envie finalement de devenir, mais qui est déjà en nous. C'est pas on doit changer, on n'est pas assez, pas suffisante, mais un peu cette personne-là que l'on est, qu'on a envie d'incarner et qui est cachée par ces couches de peur, de limitation. Et moi, je me dis à chaque fois, qu'est-ce que ferait cette version-là de moi qui a réussi, qui a atteint les objectifs que j'ai envie d'atteindre. Et c'est vrai que dans la prise de décision, ça change la donne. Une décision que j'aurais prise par peur, bah, du coup là, ça me donne de l'élan, de l'audace, du courage, et ça fait une différence aussi. Ah bah oui, effectivement, j'imagine, parce que là, du coup, cette personne-là, on se dit, en fait, elle a peur de rien. Donc, qu'est-ce qu'elle ferait sans avoir cette baisse de confiance en elle ou ce syndrome de l'imposteur? J'aime aussi beaucoup ton exercice et d'ailleurs, on le retrouve, alors je vais faire une petite anecdote, mais on le retrouve dans une série, dans This Is Us, où on a en fait le mari Black en fait, et puis sa femme qui s'imaginent à chaque fois les pires scénarios possibles pour leur fille. Donc, ça part complètement en délire. Et puis, une fois qu'ils ont vu les pires scénarios, ils disent « Bon, alors c'est bon, là maintenant, on peut aller parler parce que voilà, leur enfant a fait je ne sais quoi. » Et donc, ils partent. Elle va finir droguée dans la rue, machin, etc. Puis après, bon, ok, on relativise et maintenant, on peut aller lui parler plus sereinement et sans s'énerver par rapport à ce qu'elle a fait. Et ça m'a fait penser tout de suite à ça, parce que c'est vrai que souvent, on s'imagine énormément de peur, parce que notre cerveau, il est là pour nous protéger. Mais en fait, lui, il ne fait pas la distinction entre une peur réelle et puis une peur imaginaire. Donc, on s'imagine tout de suite qu'on va être à la rue, voilà, sans maison, sans rien, sans argent, alors qu'en fait, ce n'est pas le cas, en tout cas si on se met en action. Donc, tu disais justement qu'il est possible aujourd'hui, et que tu accompagnes beaucoup les femmes à cette prise de conscience, qu'on peut mettre beaucoup moins de « ou » dans sa vie, donc soit quelque chose, soit autre chose, et rajouter beaucoup plus de « et », par exemple « et oui, je peux avoir une carrière professionnelle épanouissante et être une maman présente pour mes enfants ». Comment tu mets ce « et » dans la vie des coachs, des personnes que tu accompagnes? Alors, c'est vrai que ça, c'est un peu mon cheval de bataille, que les femmes puissent mettre plus de « et » que de « ou » dans leur vie. On vit dans une société où on nous demande pas mal de choisir, de renoncer, on nous fait croire qu'on ne peut pas forcément tout avoir, mais je pense qu'on n'est pas victime des injonctions de la société et on peut être au contrôle de notre vie. Donc en ayant déjà cette petite phrase en tête, ça change la donne. Alors la première chose, moi je suis convaincue qu'on peut tout avoir, peut-être pas tout en même temps, mais qu'on peut combiner les choses. Après, il faut avoir conscience qu'il y a un prix à payer. Alors, ce n'est pas un gros mot, ça ne veut pas dire sacrifice, mais que ça peut demander un effort et de faire certains choix. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, il y a cette envie de laisser une trace et un impact pour les générations futures. Je suis maman d'une fille et je me dis que moi, dans les actions que je fais aujourd'hui, je peux commencer à semer des graines pour elle plus tard. Et je me dis que si toutes les femmes, on a cette envie-là, on fera des choix qui sont différents. Donc de se dire qu'on est en train de contribuer à quelque chose pour les générations futures et même déjà dans le présent, je trouve que ça donne aussi un élan. Il y a le fait aussi d'assumer ses choix. Et ça, c'est une des choses les plus difficiles, de se dire aujourd'hui, j'ai préféré me déplacer pour un événement professionnel plutôt que d'être présente à la sortie de l'école et de voir sa vie un petit peu plus, non pas à l'échelle d'une journée, mais à l'échelle d'une semaine, voire d'un mois, et de se dire que si j'ai fait la sortie de l'école tous les jours, sauf 2 fois, c'est pas très grave. On vient aussi rééquilibrer notre perception des choses. Et la dernière chose, c'est qu'en tant que maman, on cherche beaucoup l'équilibre de vie, on cherche l'équilibre comme un petit peu une jauge et parfois on a une tendance à du 50-50 et je pense que c'est plutôt à répartir et plutôt que chercher un équilibre parce que équilibre, on va chercher à calculer des choses, on va aller sur la quantité et pas sur la qualité. Donc j'invite plutôt à l'harmonie entre les différentes sphères de vie
Et en fonction de chaque personne, cette harmonie va être représentée de manière différente. Pour certaines, ça va être 30%, si on veut mettre des chiffres, 30% la famille, 20% le pro, etc. Mais trouver chacune sa propre harmonie qui permet un équilibre. Mais ce n'est pas chercher l'équilibre, c'est l'harmonie qui permet de se ressentir un équilibre. Et oui, et comme tu le disais, en plus, l'harmonie, ça peut changer. Parce que Oui. quand on a des enfants en bas âge ou moins en bas âge comme les miens, on n'a pas du tout les mêmes besoins en tant que maman. Et puis nos enfants n'ont pas du tout non plus les mêmes besoins parce qu'ils sont plus autonomes, parce qu'à un moment donné, il y a plus les copains qui sont importants et la famille ou la maman qui est moins importante. Donc ça nous donne aussi plus de, quelque part, de liberté pour faire plus d'actions professionnelles. Peut-être que lorsqu'ils sont petits, où on va avoir besoin d'être plus présente auprès en fait de nos loulous tout simplement. Exactement. C'est vrai que moi ça a changé entre le moment où ils étaient plus petits, où là le pro était plutôt accessoire et de plus en plus j'ai été à la recherche d'un épanouissement aussi dans la sphère professionnelle quand ils ont commencé à grandir et que même moi j'étais moins dans la maternité et ce cocon-là. Oui, c'est vrai qu'effectivement ça évolue. Alors, tu accompagnes donc pas mal de personnes et notamment pas mal de mamans sur leur état d'esprit, le développement de leur état d'esprit. Est-ce que tu peux nous partager peut-être une ou deux histoires inspirantes de femmes que tu as accompagnées qui, quand elles sont arrivées, avaient des blocages et pensaient que c'était insurmontable et puis finalement, quand elles sont sorties, se sont dit « non mais en fait, je me faisais une montagne de pas grand-chose ». Alors j'ai l'exemple d'une personne que j'ai accompagnée qui voulait être absolument très disponible pour ses clients et donc du coup qui répondait aux messages dès qu'elle en recevait, qui faisait beaucoup d'heures supplémentaires entre guillemets, qui ne respectait pas trop sa vie personnelle, les repas du dimanche, s'il y avait des choses à gérer, elle voulait les gérer pour pas que ça traîne, mais elle commençait à avoir du ressentiment envers ses clients malgré elle, ça empiétait sur la qualité de son travail. Et puis aussi, elle commençait à avoir une forme d'épuisement parce que c'était trop pour elle. Et donc là, encore une fois, souvent c'est des déclics avec le mindset, c'est un changement des perceptions pour que ça vienne nous servir. Donc comment je peux changer la perception pour que ce soit à mon service. Et du coup, je l'ai amenée à voir en quoi ça pouvait être un avantage pour ses clients qu'elle ne soit pas tout le temps hyper disponible. Parce que du coup, elle le voyait comme une forme d'égoïsme. Donc on parle aussi d'égoïsme sain. Et en quoi l'égoïsme pour elle, donc penser à elle, se prioriser, allait être aussi au service de sa prestation et de ses clients. Et donc du coup, là, ça a été un déclic pour elle. Ce qu'elle a changé, c'est dans les termes de son contrat, sa disponibilité. Donc elle a cadré les disponibilités, à quel moment elle allait répondre aux messages. Elle a aussi revu à quel moment elle regardait ses mails. Elle le fait plus que 2 fois dans la journée. Et puis sa prestation aussi de revaloriser. Elle s'est rendue compte que ça lui demandait plus de temps que ce qu'elle avait prévu au départ. Donc de faire évoluer les nouveaux contrats ou discuter avec les clients qui étaient déjà présents des ajustements qui pouvaient être faits. Et donc du coup, pour elle, ça a permis de délimiter un petit peu plus la vie pro, la vie personnelle, que ce soit plus fluide, mener sa prestation du mieux qu'elle le pouvait et dans les meilleures conditions. Et tout le monde était gagnant. Et de voir que tout le monde est gagnant, ça permet de libérer aussi les freins, parce que souvent, c'est qu'on n'ose pas, on a l'impression qu'on n'est pas une assez bonne personne, qu'on n'en fait pas assez. Oui, ou tout simplement, on se dit, oh là là, si je change ou si je mets ça en place, oh là là, mes clients, ils vont partir, je vais me retrouver sans chiffre d'affaires. Donc des fois, effectivement, on se bloque, on s'auto-bloque nous-mêmes, en se disant, ça va être catastrophique, donc je ne peux pas. Oui. Mais le fait de cadrer ses clients, c'est un peu comme les enfants, c'est-à-dire, je pense que tout le monde a besoin d'un cadre, plus ou moins important, et le fait de dire, voilà, je réponds de telle heure à telle heure, ou de tel jour à tel jour, ça permet au client de se dire, ok, si j'envoie un mail, c'est pas dans le cadre, c'est normal qu'elle me réponde pas, et justement, on n'a pas l'effet inverse aussi, qui peut être parfois un peu pernicieux, parce que on a l'habitude de répondre tout de suite, le jour où on peut pas, pour X ou Y raison, là, on se fait taper sur le doigt, mais tu n'as pas répondu tout de suite, c'est pas normal. Ouais. Alors qu'en fait, c'était exceptionnel, mais l'exceptionnel est devenu finalement la norme. Exactement. C'est hyper important de cadrer les relations, que ce soit dans le pro, mais aussi dans le perso. Tout à fait. Bon, en tout cas, merci beaucoup, Johanna, pour tout ce partage, justement, sur l'entrepreneuriat au féminin et notamment le mindset. Pour finir cette émission passionnante, je vais donner la parole à Charlène pour la rubrique avec vraiment
on va dire, une liste de conseils ou d'étapes pour partir vraiment aux petits oignons pour celles qui voudraient développer leur mindset. Donc on n'y pense pas toujours, mais l'entrepreneuriat nécessite également une véritable préparation mentale, à l'image d'un match ou d'une compétition. Il s'agit de se préparer à relever un défi et parfois même à dépasser ses propres objectifs. Cela implique aussi de faire face à des remises en question constantes et de savoir s'adapter à toute épreuve. Donc pour nos 5 conseils du jour, le premier, prendre soin de sa santé mentale et physique. Puisqu'on le sait, ça impacte aussi beaucoup la confiance en soi. Le stress est souvent un compagnon indésirable dans l'entrepreneuriat. Il est important de ne pas négliger sa santé mentale et physique pour prendre du temps pour soi, pratiquer de la méditation, faire de l'exercice ou même simplement prendre des pauses. Surtout quand vous travaillez beaucoup devant l'ordinateur. Des pauses actives, oui, bien sûr. Ça te parle, ça, Nathalie. N'est-ce pas? Donc voilà. Trouver un échappatoire, quelque chose qui nous détend, qui nous apaise, c'est primordial pour améliorer sa productivité et sa créativité sur le long terme. Bien sûr, être discipliné et organisé pour maintenir une vision claire et un objectif à long terme. En tant qu'auto-entrepreneur, on est son propre patron et on le sait, ça peut être un atout, mais aussi un défi. Il est essentiel de rester discipliné, de gérer son temps efficacement et de maintenir une organisation stricte. Utiliser des outils de gestion, de tâches ou de planification pour structurer les journées et les priorités, avoir une vision claire, nous permet de rester concentré et motivé, même lorsque l'on rencontre des difficultés. Cela permet de prendre des décisions plus stratégiques, de garder une perspective sur l'avenir. La vision doit être suffisamment forte pour nous pousser à avancer, même quand la route est semée d'embûches. Être patient et persévérant. On dit souvent que Paris ne s'est pas fait en un jour, et bien le succès de l'entrepreneuriat non plus, il ne se fera pas du jour au lendemain. Il faut du temps pour bâtir une entreprise solide, établir notre marque et voir les résultats. Rester persévérant même lorsque les progrès semblent lents. La patience est essentielle car plus on persiste, plus les chances de succès augmentent. La constance dans les efforts finit toujours par porter ses fruits. Bien sûr, adopter une mentalité de croissance, être prêt à sortir de sa zone de confort. Oui. Ah bah là, ça revient bien. Ouais. C'est pas forcément évident de sortir de sa zone de confort. C'est ça. C'est même souvent, c'est très compliqué, je pense. Pour beaucoup qui se lancent, c'est pas évident. L'un des éléments clés du succès est de croire que l'on peut apprendre et évoluer constamment. L'entrepreneuriat implique souvent de prendre des risques et de sortir donc de sa zone de confort. Et pour ça, il y a plein de possibilités pour évoluer. On le sait aussi, les défis, les incertitudes et les échecs sont inévitables, mais ce sont des opportunités d'apprentissage. Il faut considérer chaque obstacle comme un tremplin pour grandir. L'échec n'est pas une fin, mais une occasion d'apprendre et de s'améliorer. Pour réussir, il faut être capable de s'adapter à l'inconnu, d'apprendre de nos erreurs et de persévérer malgré les obstacles. N'ayez pas peur de l'inconfort, car c'est là que se trouve la croissance. Et bien sûr, ce conseil qui revient encore et toujours, s'entourer des bonnes personnes, je pense que ça reste primordial. Comme on dit, le positif attire le positif. Quand on est entrepreneur, on est souvent solitaire, mais cela ne signifie pas que l'on doit rester tout seul ou tout faire seul. Entourez-vous de personnes qui partagent la même vision que vous, qui vous inspirent et vous aident à progresser. Cela peut inclure la famille, les amis qui peuvent vous donner des conseils, vous soutenir dans les moments difficiles et vous encourager à aller de l'avant. Mais aussi des mentors, des coachs et même des collègues. N'hésitez pas à participer à des groupes d'entrepreneurs, forums, événements, car d'une part, vous rencontrez du monde, mais en plus, c'est très instructif pour votre évolution personnelle et professionnelle. Et bien sûr, nous allons clôturer nos conseils par la fameuse petite citation du jour. Alors aujourd'hui, elle est de Michael Jordan, même si je pense que vous le connaissez tous. Pour rappel, justement, un sportif, c'est plutôt pas mal pour faire le parallèle. C'est ça. Alors pour rappel, c'est un grand joueur de basketball américain, membre de l'équipe de la NBA des Bulls de Chicago, qui a disputé plus de 1500 matchs dans sa carrière. C'est quand même énorme. Et il disait, dans le sport comme dans les affaires, il faut avoir un but clair, une stratégie pour y parvenir et une volonté de persévérer malgré les obstacles. Pas mal, effectivement. Et merci beaucoup, Charlène. Avec plaisir. Pour cette rubrique conseils et du coup ces tips que l'on a donnés à nos auditrices et nos auditeurs. Merci, Joanna, d'être venue aujourd'hui sur les plateaux de la Télédienne, de t'être déplacée pour nous parler de l'état d'esprit
de l'entrepreneur, mais surtout de l'entrepreneuse, et puis de comment aussi on peut se mettre en action pour faire évoluer notre mindset et puis débloquer les différents blocages que l'on peut avoir. Merci également à nos auditrices et nos auditeurs, toujours plus nombreux et plus nombreuses à nous regarder chaque mois sur cette émission. J'espère que cette émission vous aura apporté un nouveau regard sur l'état d'esprit, parce que oui, on peut avoir les compétences, mais si l'état d'esprit ne suit pas, on risque d'être vite bloqué dans le développement de notre entreprise et de notre activité. Et puis, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée. On se retrouve dès le mois prochain pour une nouvelle émission tout aussi passionnante. Je vous dis à très vite.